Déjà, merci d'être venu. Je suis vraiment très content et épaté par le nombre de gens qui est là. Alors, Judith et moi, en fait, on avait dit que probablement il y aura 3 à 4 personnes. On pourrait faire tout non mixité en allemand. Mais non, donc déjà, merci d'être venu. Et oui, alors déjà, pour me présenter. Avant que je commence à raconter des choses, alors je suis en fait ce qu'on appelle un historien du temps présent. Donc même si je travaille sur on va dire les 20, 30, 40 dernières années, alors vraiment des événements, une période dont on se rappelle toutes et tous, peut-être pas tous, mais on se rappelle d'une certaine manière, je pose des questions d'historien. Donc, je regarde vraiment les motivations des acteurs. Alors, pourquoi est-ce que des acteurs différents agissent au moment où ils agissent? Alors, quelles sont leurs motivations? Quelles sont les réactions qu'ils ou elles déclenchent? Dans ce cas, j'essaie aussi de reconstituer un passé qui est récent, mais qui est toujours dans le passé. Donc, comme vous entendez sûrement, je viens de l'autre côté de la Manche, donc j'ai besoin toujours d'appui, mais c'est comme ça. Et comme Enrico vous a dit, je travaille en ce moment sur un nouveau projet de recherche qui essaie d'interroger les tournants de l'antiracisme en France et en Allemagne ces 30 dernières années. Et ce dont je vais... Non? Non? Oui. Oui? Non? Oui? Oui. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui est vraiment un point qui relie mes recherches précédentes, qui étaient sur les politiques mémorielles, avec ce nouveau projet. Et d'une certaine manière, c'est aussi essayer de regarder un moment clé pour vraiment l'antiracisme en France. Mais en même temps, je prends ce moment pour interroger du vocabulaire qui revient toujours dans les conversations politiques en France autour de l'antiracisme, mais aussi autour du racisme et de ce qu'on appelle parfois l'immigration. Et ici, je parle de 2 mots qui viennent des sciences sociales, mais qui ont tellement envahi le débat public qu'on a l'impression qu'ils ne veulent plus rien dire. Et dans ce cas-là, je parle du postcolonial et de la race. Et en effet, le débat public actuel est saturé d'interventions qui dénoncent un amalgame de mots. Wokisme, islamo-gauchisme, décolonial, postcolonial, intersectionnalité. Et cela fait déjà autour de 6 ans qu'en lisant Le Figaro, regardant cette chaîne, CNews, ou même en suivant les débats de l'Assemblée nationale, qu'on aurait l'impression d'un clivage assez étrange. Alors ceci dit, que le pays soit englouti par des gens dits post-coloniaux qui menacent la République par leur usage de terminologie qui vient en fait du monde universitaire, dont notamment en fait la race en première ligne. Et par exemple, quand en 2002, un dossier spécial de l'Express définit ces nouveaux sectaires comme décoloniaux obsédés par la race, on peut bien constater une vulgarisation d'un vocabulaire d'origine universitaire pour créer en fait un ennemi fantôme qui reste, comme disait fantôme, bien imaginaire. Et ici, en fait, les concepts du postcolonial ont été arrachés de leur contexte intellectuel, original, afin de construire des caricatures des ennemis intello, soi-disant anti-républicains. Ce soir, je ne vais pas entrer dans l'histoire récente de la récupération droitière et de l'extrême droite de ce vocabulaire. Ceci n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Et par contre, cette récupération définit bien les contours du débat actuel autour de l'antiracisme et la race. Et on ne peut pas l'ignorer vraiment en arrivant vers ce dont je vais parler, qui reste ancré vraiment dans l'histoire récente de l'antiracisme en France. Donc, ici, je reviens vraiment au mot postcolonial et race, dans le contexte d'un tournant de l'antiracisme en France dans les années 2000 et notamment en 2005. Pour faire court, et je vais toujours dire pour faire court, mais après je vais parler quand même bien trop longtemps, donc je m'excuse déjà. Mais vraiment pour faire court, en fait une nouvelle génération d'activistes émerge à cette année, en 2005, et repense les objectifs et les stratégies de l'antiracisme.
Je parle ici dans un premier temps d'un éventail d'organisations qui apparaissent vraiment en 2005 dans les Indigènes de la République, le MIR, PIR, le Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, ou la Brigade anti-négrophobie, la BAN. Et ce sont en fait des organisations différentes qui ont une vision diverse et différente des relations avec les institutions et l'État, et un impact aussi différent dans le débat soi-disant grand public. Par contre, un élément qui réunit toutes ces associations est leur tournant vers une vision de l'antiracisme qui se focalise sur les sujets qu'on peut définir comme discursifs, plutôt que vraiment des enjeux traditionnellement matériels. Et leurs stratégies sont basées souvent des analyses dites postcoloniales. Ce sont toutes des organisations qui se définissent comme des organisations de ce qu'on appellera plus tard de la non-mixité, et par nous et pour nous. Et pour définir ce nous, ces organisations produisent des analyses de texte, des analyses de société. Ces analyses reprennent des éléments de langage, des théories bien universitaires, afin d'articuler, de vulgariser, en fait, d'articuler des positionnements et des objectifs. Et en ce faisant, en fait, ils changent certaines caractéristiques de l'antiracisme en France. Et il y a d'autres mouvements qui apparaissent en fait après 2005 et qui retiennent et développent des parties de l'analyse de ces premières organisations, mais aussi retiennent leur stratégie de lutte et leur focalisation sur le discours, sur vraiment les stratégies soi-disant discursives. Donc, aujourd'hui, l'idée est vraiment de revenir sur ce tournant de 2005 comme un point d'ancrage de l'antiracisme en France. Alors, je vais essayer de raconter 2005 en posant certaines questions. Et puis, j'espère que nous pourrons suivre le débat et revoir ces questions, peut-être aussi parler de pourquoi 2005. Et en fait, si je présente 2005 comme un tournant, qu'est-ce que ça veut dire, ce tournant? Pourquoi est-il important? Que change, en fait, en 2005? Comment constater ces différences d'avant et d'après 2005? Et comment expliquer le changement? Et pour expliquer cela, je vais d'abord positionner 2005 dans un parcours de l'antiracisme en France, et puis me pencher un peu sur les spécificités d'une des organisations que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est vraiment par souci de temps. On va rester avec les Indigènes de la République, ce qui est parfois appelé le mouvement des Indigènes de la République, le MIR, parfois le PIR, parce qu'à partir de 2008, il se rénomme en partie des Indigènes de la République. Et les questions, en fait, restent vraiment sur le comment les membres du MIR perçoivent la nécessité de changer le paysage de l'antiracisme. Et pourquoi tournent-ils, en fait, vers des réflexions universitaires? Parce qu'en fait, ce n'est pas évident d'avoir de l'activisme qui est tellement basé sur, qui reproduit, qui vulgarise, qui s'inspire aussi des réflexions universitaires. Comment repolitise-t-il en fait l'espace militant par des réflexions assez universitaires? Et surtout, comment se positionne-t-il par rapport aux idées postcoloniales et surtout celles de la race? Et encore, avant que je continue, oui, en se focalisant sur cette organisation, je sais que je commets un péché quasi impardonnable. Je viens à Marseille de l'Angleterre et je raconte une histoire bien parisienne. Et je sais, c'est mal. Mais d'abord, c'est une histoire intéressante. Deuxièmement, cette histoire, en fait, a énormément de liens aussi avec des développements et dynamiques proprement d'ici. On le voit aussi avec le changement du paysage antiraciste marseillais, on le voit aussi avec l'ancrage des organisations afroféministes à Marseille, alors, enfin, je crois que, comme les Rosas par exemple. Donc du coup, j'espère qu'après dans le débat, on pourra aussi ouvrir un peu les thématiques aussi sur des dynamiques proprement d'ici, si on peut le dire. Et avant que je commence vraiment, alors je sais, c'est encore une fois des précisions avant que je commence à vraiment raconter des choses, je voulais juste revenir sur encore une fois, des vocabulaires. Si cette intervention est intitulée « Quand l'antiracisme devint postcolonial »,
Que veut-on dire par postcolonial? Et d'un côté, on est toujours postcoloniaux. Si on prend le mot comme une sorte de dénomination temporale, le postcolonial aurait pu juste décrire l'ère qui suit l'indépendance de la plupart des anciennes colonies et les colonies tenues par l'Europe, ou le processus de décolonisation officielle ou formelle. Et du coup, on parlerait d'un monde qui a été formé par la colonisation et les systèmes de rapport de force que ce processus mondial avait mis en place. Mais le postcolonial renvoie aussi clairement un courant de penser et de théoriser ces rapports de force qui influencent aussi les échelles différentes de la vie entre l'État et en fait les relations les plus intimes. Et parlant de séquelles de la colonisation et du coup aussi parler des catégories imaginaires que cette condition crée et qui sont toujours en pleine mutation dans les sociétés actuelles. Si on parle de l'antiracisme postcolonial, on arrive à une dénomination qui peut paraître floue et qui englobe des différentes organisations. Ce qui les réunit est une sorte de démarche qui s'appuie sur les théories universitaires afin de fournir une analyse soi-disant grand public du racisme dans les sociétés actuelles. Et cela arrive aussi avec des questions sur les stratégies militantes. Surtout, que veut dire une analyse postcoloniale pour les stratégies militantes d'action sur le terrain? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre une analyse comme, quand en fait on parle d'activisme, on veut aussi bien mobiliser un terrain bien défini qui peut-être n'est pas là pour lire les théories. C'est une des questions clés des dernières années depuis l'établissement de ce courant dit postcolonial. Et j'espère aussi qu'interroger 2005 en tant qu'année de naissance avec un exemple d'une organisation qui reste très précise, en fait, ouvrira un peu le débat plutôt que vraiment donner une réponse précise parce que ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Et du coup, ici, pour vraiment commencer, je voulais d'abord situer 2005, parce que si je n'arrête pas de parler de 2005, il va falloir arriver à ce qui se passe en 2005. Mais d'abord, situer en 2005 dans le paysage de l'antiracisme dit traditionnel en France. Donc ici, déjà, vous voyez quelques images qui, en fait, qui n'ont rien à voir avec 2005. Il y a même... alors, si vous reconnaissez certains de ces événements, alors le premier, c'est le comité Ben Ali, Djalali Ben Ali, qui a été en fait assassiné dans la Goutte d'Or à Paris, qui est un peu un élément clé du mouvement des sans-papiers. Après la marche pour l'égalité contre le racisme, dont je vais parler juste dans 30 secondes. Et puis, pour faire un saut de 40 ans, on a le comité d'Adama de 2020, si vous vous en rappelez. Donc du coup, on a quand même une histoire relativement longue de l'antiracisme en France. Et avec des courants qui sont différents. Et il est difficile de parler de l'antisémitisme français comme un mouvement unique et unifié. Sachant aussi que les fissures, en fait, ne cessent d'apparaître au long des décennies. Ceci, en fait partie de n'importe quel mouvement social. Mais les questions qui préoccupent des militants antiracistes restent constantes, en fait, pendant les différentes générations antiracistes. Et ceci, en fait, ne change pas en 2005. Comment définir le racisme ? Et comment se positionner par rapport aux visions différentes de l'État en France, et notamment par rapport au modèle républicain ? Et comment ces positionnements définissent les stratégies pour lutter contre le racisme ? Alors si on parle de l'antiracisme, comment, comme organisation, on trouve vraiment des modalités, des stratégies, des moyens de lutter contre ce qu'on comprend être le racisme, avec aussi ce qu'on veut atteindre ? Et on va commencer par un court regard sur l'antiracisme avant 2005. Et ce sera vraiment un petit regard à vol d'oiseau, donc susceptible à quelques raccourcis. Et même en traçant les racines de l'antiracisme français et vraiment au premier combat contre l'antisémitisme, avec la création des organisations, de premières organisations comme la Ligue des droits de l'homme,
puis, dans le 19e siècle, puis la LICA dans les années 20, et puis le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié du peuple dans les années 40, on constate une volonté d'opérer dans un cadre de l'universalisme républicain. Alors ceci dit, de combattre les idées à l'époque de l'inassimilabilité des Juifs ou bien d'autres minorités, en exigeant en fait le respect par l'implémentation véritable de ce qu'on appelait les idéaux de droits de l'homme et les idéaux d'une république soi-disant universaliste. Dans les années 1960 et 70, on voit la création d'organisations comme le MTA, alors le mouvement des travailleurs arabes, et puis les mouvements de sans-papiers, mais qui prend toujours une logique antiraciste qui est liée aux positions des immigrés en tant que travailleurs dans la société. Donc, dans ce cas-là, la logique est toujours de lutter contre les discriminations liées au travail, liées au logement, liées aux violences policières et au cas d'écart des séjours. Ce sont quand même des activistes qui évoquent les relations coloniales, parce que souvent, ce sont des gens qui ont vécu aussi la violence et la décolonisation. Mais dans leur stratégie, on évoque la violence coloniale beaucoup moins pour parler d'un État immutable des immigrés et des étrangers, des immigrés, des gens, des minorités racisées au sein de la France, mais beaucoup plus pour demander, exiger que la France fasse face à ces idées du pays des droits de l'homme et pour exiger en fait la fin des discriminations qui sont très précises. Avec le changement générationnel des années 80, la génération Beurre est confrontée à des questions sur l'appartenance en France. En fait, dans un moment d'une montée des violences racistes et de la percée du Front National, alors les deux culminent en fait en 1983, une génération qui est pour la plupart née en France métropolitaine devait se définir. Aussi devait définir le racisme autour. Avec la marche pour l'égalité contre le racisme qui part de Marseille en 1983 et puis l'émergence de SOS Racisme deux années plus tard, on constate un éventail d'initiatives prenant à vivre ensemble dans une société multiculturelle. Et malgré les différences entre ces mouvements, et les différences sont grandes, un point commun reste la vision soi-disant républicaine du racisme. Et ici, ce racisme est un problème universel, mais qui relève d'une responsabilité individuelle et qui doit être combattu par le droit et l'éducation. Les actes racistes, alors, renvoient à une aberration individuelle qui devrait être combattue par les structures de l'État universaliste. Et notamment dans le cas de SOS Racisme, on constate aussi un antiracisme qu'on appelait après antiracisme de bonne volonté, où les actes individuels de solidarité, genre « on ne touche pas à mon pote », assurerait un consensus dans une société tout à fait métissée. Et puis, c'est dans les années 1990, suite à une normalisation des politiques anti-immigration et un établissement de l'extrême droite dans le paysage politique français, et ça malgré la politique mitterrandiste du droit à la différence, que le paysage en fait, de l'antiracisme est refragmenté. À ce moment, le mouvement Immigration et banlieue, le MIB, alors ici il y aura le MIB et le MIR, le MIB c'est le mouvement Immigration et banlieue, est créé en fait par des militants issus de la marche du 1983 qui ont été très très déçus par les développements dans ces décennies. Et le MIB entre dans une logique de représentation du terrain des quartiers des banlieues. Ici, le souci des représentations de communautés touchées par la ségrégation des banlieues et des politiques racistes sert d'élément de base. Mais les stratégies du MIB continuaient les traditions de l'antiracisme qui priorisaient les actions matérielles pour lutter contre les effets discriminatoires sur le terrain, et pas pour changer un discours, et pas pour parler de la structure de l'État. Par exemple, juste pour voir aussi comment le MIB réagit à des soucis et des enjeux qu'il trouve tout à fait contradictoires avec ces éléments matériels, en 2003, dans leur publication qui s'appelle « Écho de la cité », le MIB publie une réaction à ce que ces mots considéraient comme une attention croissante aux soucis identitaires au lieu de ce qu'ils définissent comme les priorités du terrain.
Pour eux, ce suicide identitaire, c'est la politique mémorielle, et notamment la commémoration du massacre du 17 octobre 1961, qui devient déjà un peu plus politisé à l'époque. Et la citation, c'est nos préoccupations et nos aspirations dépassent les discours de dénonciation victimaire et l'auto-affirmation identitaire. Nous avons effectivement beaucoup à dire du racisme, des violences policières, des discriminations politiques, des discriminations sociales, raciales, culturelles, de l'islamophobie, etc. Mais nous refusons d'être limités à cela. Nous avons beaucoup à dire de la santé, de l'éducation, du travail, des discriminations envers les femmes, des rapports nord-sud, des relations internationales, de l'information, de la guerre, de la politique de développement, des formes de résistance et de libération, des combats pour la justice, pour l'égalité, la liberté. Donc du coup, on a quand même une idée de l'antiracisme qui sert vraiment à une sorte de travail de terrain. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, ce travail de terrain ? On va y revenir un peu plus tard. Parce que ces développements d'avant 2005 dessinent en fait un paysage assez divers d'antiracisme. Ils se transforment par rapport au changement générationnel, développement politique, aussi développement très matériel. Et en même temps, les militants priorisent l'action matérielle contre les effets du racisme plutôt que l'engagement discursif. Et même dans les cas de mouvements comme, ce qu'on appelle les mouvements Burr ou le MIB, qui sont notamment des organisations qui essaient de capturer un terrain de victimes du racisme, ces mouvements opèrent bien dans les limites du discours républicain français, qui ne laissait pas la place à une revendication soi-disant communautariste. Ici, le danger de se faire attaquer en tant que... le danger de se faire attaquer en tant que communautariste après avoir fait des revendications très particularistes d'un groupe très particulier, pesait en fait sur la stratégie de revendication des mouvements. Et les développements de 2005 brisent cette continuité. Et alors, on arrive vraiment au moment de 2005. Alors, en fait, que change en 2005 ? Et pourquoi, en fait, 2005 ? Alors, et pourquoi 2005 ? Parce que si souvent 2005 est qualifié de l'année d'une explosion du débat sur le passé colonial en France, ce n'est pas dû à un seul événement, mais plutôt un effet bulle de neige qui réunit plusieurs développements au cours de l'année. Et en fait, entre janvier et décembre 2005, le débat public français est saturé de controverses qui résument au fait colonial. En janvier, les indigènes de la République publient leur appel à décoloniser la République. En février, la presse est prise par les débats autour de Dieudonné et ses accusations antisémites des Juifs d'avoir orchestré la traite négrière. En fin février, l'Assemblée nationale passe la loi du 23 février portant reconnaissance aux rapatriés avec son article 4 de la reconnaissance des programmes scolaires du rôle positif de la présence française outre-mer. Cette loi passe en fait au début quasiment inaperçue, mais devient la cible d'une mobilisation croissante à partir du mois de juin. En octobre, les émeutes s'enflamment dans la quasi-totalité des villes en France. En fait, on vient de commémorer les 20 ans de la mort des deux adolescents, Bouna et Zied, qui ont été électrifiés en fuite de la police. Et la fin de l'année, en fait, s'annonce par une reprise du débat autour de la loi du 23 février, qui font la une partout, jusqu'à la décision du président Chirac de supprimer l'article 4. Voici une caricature merveilleuse là-dessus, qu'il qualifie de grosses conneries un peu dans la presse. Bien que chacune de ces controverses ait des racines qui remontent dans le temps, la notion en fait, d'une année clé émerge d'un débat dans lequel les intervenants tissaient des liens entre ces événements, dont l'impression en fait, d'être pris d'assaut dans un circuit de développement qui ne faisait que se nourrir. L'émergence des nouvelles associations antiracistes dites postcoloniales fait partie de la même dynamique. Elles sont toutes issues de considérations bien antérieures aux événements de 2005. Mais leur ancrage et attention dans le débat public, et ainsi aussi leur transformation du paysage antiraciste, sont fortement en fait liées à cet effet boule de neige. Et ici,
on arrive au thème, à la thématique qui est vraiment les indigènes de la République. Donc, il se peut aussi que l'organisation la plus souvent identifiée comme le prototype de l'antiracisme postcolonial soit le mouvement des indigènes de la République, que je vais ici, par un souci de temps, appeler juste le MIR, même si, à partir de 2008, on devrait les appeler le PIR, parce qu'ils changent le nom au Parti des indigènes de la République. Mais lancé en janvier 2005, l'organisation a réagi dans un premier temps au développement dans la première partie, à ce qui se passe dans les premières parties des années 2000. Ces 3 membres fondateurs étaient des militants avec des parcours assez divers. Les 3 étaient Sadriqui Harris, un dissident trotskiste tunisien, Youssouf Boussouma, un militant des réseaux de soutien à la Palestine, et Ouria Boutelja, qui devient très très vite la porte-parole et aussi le visage de l'organisation. À l'époque, il est fraîchement sorti d'une maîtrise de lettres et d'études anglophones à l'Université de Lyon, et il n'a pas vraiment un parcours en militant de longue durée. Elle avait cherché à militer dans des cadres différents, dans l'ambiance de la stigmatisation des musulmans après le 11 septembre 2001, mais surtout dans ce qu'elle appelait la folie totale du débat autour du voile, qui commence en fait qui reprend en 2003. Elle s'était investie dans un collectif qui s'appelle l'École pour toutes et tous, qui avait milité contre l'exclusion scolaire annoncée par la loi sur le port des signes religieux sensibles à l'école publique. Mais dans ce collectif, Boutelja était vite déçue par ce qu'elle voyait ou l'avait perçu comme une gauche bien pensante qui ne prenait pas en compte en fait, le contexte systémique de l'islamophobie en France. Et ici, je cite, alors il y aura beaucoup de citations, aussi des entretiens avec Boutelja, aussi de textes publiés. Ça vient d'un entretien. Et même s'ils étaient tous très sympas, pour eux, tu vois, le racisme, c'était un truc d'individu qu'on pouvait résoudre avec un peu de kumbaya. Et même si je n'avais pas encore le bon logiciel politique dans la tête, je voyais que c'était un peu fade. Donc elle parle souvent de logiciel politique dans la tête, de comment comprendre la politique par une sorte de logiciel. On y arrivera aussi après. Mais en fait, pour chercher ce bon logiciel politique, Boutelja s'était mise à discuter avec Yahya Boussouma, qui partageait ses impressions. Les 3 étaient convaincus qu'il fallait s'organiser pour offrir un saut qualitatif de l'antiracisme. Pour Boutelja, l'événement déclencheur pour le projet était l'affaire du RERD en 2004. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Enfin, je vois un oui. Je vois un oui. Donc alors ça, c'est juste pour dire, fallait qu'on dise « je fais l'histoire du temps présent » et tout le monde dit « ah, mais on se rappelle de tout ». En fait, à la fin, on ne se rappelle pas de tout. Mais juste, il fallait faire du RERD. Je vais essayer de faire court, mais encore une fois, il y a des détails. Donc, en 2004, France Inter publie un fait divers sur une jeune femme qui prétend avoir été agressée dans le RERD par 6 jeunes d'origine maghrébine. Quand elle leur dit qu'elle vit dans le 16e arrondissement, ils répondent que là-bas, il n'y a que de juifs. Ils lui coupent les cheveux, dessinent des croix gammées sur ses joues et poussent sa poussette avec son bébé dedans. La classe politique en France s'indigne très vite, aussi dans une ambiance qui est déjà très chargée d'événements antisémites dans les banlieues. Mais la police trouve aussi vite que cette jeune femme, qui n'était pas juive d'ailleurs, avait inventé l'histoire pour tirer de l'attention sur elle. Pourtant, même après les révélations de la police, le débat ne s'arrête pas, avec des interventions diverses, un peu comme dans un éditorial du Figaro, que je cite, qui affirmait que les mensonges de la jeune femme ont été crus, jusqu'à être avalisés par Dominique de Villepin et Jacques Chirac, parce qu'ils étaient plausibles. Donc, la réaction de Boutelja en écoutant ces nouvelles à la télé était « mais c'est pas possible, mais ils nous prennent vraiment pour des indigènes ». Et d'ici, le nom de la nouvelle organisation, les Indigènes de la République, fut décidé. C'était pas juste un coup de com' magnifique comme beaucoup d'interventions de Boutelja, mais en utilisant le terme, en fait,
on renvoyait un statut colonial de l'indigénat dans une critique de la République universaliste. Et ce nom incorporait du coup le lien entre les deux concepts principaux qui définissaient le mouvement, alors notamment la critique coloniale et la volonté de prioriser le concept de la race pour créer une organisation des populations racisées sans appui de la gauche bien pensante. Et en janvier 2005, le MIR publie son appel fondateur, qui reste son texte le plus cité, surtout pour son analyse de la République contemporaine comme État défini par les continuités coloniales, qui a toujours besoin d'être décolonisé. Alors, alors après, on pourra aussi demander qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte être décolonisé. Mais s'il y a une chose que la Nouvelle République n'explique jamais, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être décolonisé. Mais en tout cas, je vais juste citer une partie relativement longue aussi de cet appel. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis le texte, pour que vous ne soyez pas trop gênés. Mais discriminer à l'embauche, au logement, à la santé, à l'école et aux loisirs, les personnes issues de colonies anciennes ou actuelles et de l'immigration postcoloniale sont les premières victimes de l'exclusion sociale et de la précarisation. Indépendamment de leur origine effective, les populations des quartiers sont indigénisées, reléguées aux marges de la société. La France a été un État colonial, la France reste un État colonial, la gangrène coloniale s'empare des esprits, la décolonisation de la République reste à l'ordre du jour. La République de l'égalité est un mythe. L'État et la société doivent opérer un retour critique radical sur leur passé, présent, colonial. Et grâce à cette critique coloniale qui apparaît dans un moment d'un développement rapide de l'actualité, cette bulle de neige de 2005, le MIR gagne une notoriété qui dépasse le cadre initial de ses fondateurs, qui, en fait, dans un autre contexte, serait probablement resté un peu aux marges de l'attention antiraciste ou juste de l'attention des cycles de l'information. Et le meilleur exemple de l'attention publique que le MIR gagne arrive quelques mois plus tard, pendant les émeutes de l'automne. L'organisation est en fait prise d'assaut par les événements et le MIR s'organise très mal et arrive à peine à vraiment répondre aux événements. En fait, un événement qui aurait bien validé les thèses du MIR, qui aurait bien lui donné une possibilité à bien réagir, reste quasiment on va dire, une opportunité manquée par rapport aux stratégies de l'organisation. Par contre, il y a tout un tas d'autres acteurs, surtout dans le débat public, qui essayent d'expliquer ce qui commence à appeler le malaise français. Et à cause de ce débat, à cause de ces débats sur la mémoire coloniale, commence à vraiment tisser des liens entre cette critique coloniale des indigènes de la République et ce qui est en train de se passer dans les banlieues. Et très très vite, des commentateurs aussi différents aussi que le chroniqueur conservateur Max Gallo et l'histoire Benjamin Stora accusent les indigènes et là je cite aussi, d'un détournement des faits historiques pour articuler des réponses simplistes qui ne font qu'agiter des stéréotypes. Donc du coup, c'est vraiment le débat autour des indigènes qui leur offrait une visibilité inattendue et les plaçait un peu au cœur de ce que Benjamin Stora allait appeler 2 ans plus tard les guerres de mémoire. Pour un militant de cette organisation, l'attention des détracteurs était un signe que leur stratégie avait bien marché. Ça, on ne pouvait même pas l'inventer, c'était presque pour venir valider nos thèses en quelque sorte. Et cette naissance du MIR, dans le cadre des débats mémoriaux, a un sens. Surtout en regardant la forme du militantisme de cette organisation. Alors le MIR, vraiment pour changer des mouvements antérieurs comme le MIB, n'a jamais développé une stratégie et des méthodes de mobilisation du quartier. Surtout pas au début. Dès le départ, des mouvements dits traditionnels ont reproché au MIR de représenter un militantisme dit Bac+5 qui restait dans l'ordre discursif des choses et au lieu de prioriser les luttes et les besoins du terrain. Ceci est visible dans les activités du MIR aussi, où la publication des analyses
sur leur site était longtemps la méthode préférée de Boutelja, Chiari et aussi d'autres intervenants. Et cette focalisation sur la production écrite allait souvent ensemble avec la participation croissante de Boutelja au débat sur les plateaux de télé, où elle jouait un peu la provocatrice du service. Et cette stratégie de visibilité donnait l'impression d'une organisation de référence, bien que le nombre de militants dans cette organisation, dans les premières années, dépassait très rarement quelques dizaines. Il y avait un moment où il y avait peut-être 140 membres dans l'organisation, mais normalement, l'organisation reste entre 40 et 80 membres actifs. Mais par contre, en fait, ce qui a bien consterné Boutelja, entre autres, était le fait que l'organisation, au moins dans les premières années, a été identifiée en première ligne avec le débat mémorial sur la colonisation et non pas avec l'autre partie de son analyse, la race. Pour le dire de la manière la plus simple possible, les enjeux mémoriaux n'intéressaient ni Boutelja, ni Chiari, ni la plupart des gens qui écrivaient pour l'organisation. Leur but principal était de créer un mouvement qui laisserait de côté ce qu'ils appelaient la gauche blanche bien pensante et fédérerait les forces que Boutelja définissait comme les indigénisés, alors les minorités racisées en France. Et autrement dit, un mouvement par nous et pour nous. Et pour cela, les deux, Boutelja et Chiari, ont posé la question coloniale comme un moyen pour développer une analyse des rapports de force dans la société française actuelle. Boutelja disait que, dans sa méconnaissance de l'histoire coloniale du début, elle n'avait pas le bon logiciel politique dans la tête, mais qu'elle avait compris que la seule façon de lutter contre les racismes était de démontrer les hiérarchies de groupes qui ne sont pas reconnus par la République universaliste. Chiari, par contre, qui avait ce bon logiciel dans la tête, l'introduit à des lectures francophones et anticoloniales qu'elle après complémente avec des textes anglophones, qu'elle utilise aussi pour articuler des analyses de rapports de force aujourd'hui. Et Boutelja développait alors un style unique pour ses interventions d'une militante intellectuelle. Et vraiment, quoi qu'on dise de la critique de la République, des indigènes de la République, il n'y a rien de plus républicain que se façonner en tant que militante intellectuelle. Elle prenait des bouts de théorie et textes de la pensée décoloniale et postcoloniale, en fait les développait de manière qui aplatissait souvent leurs nuances, avec une pince d'humour, et surtout en se moquant de ses détracteurs, alors une sorte de Taylor Swift avant la lettre. Avec une attention particulière aux mots, en fait, elle introduisait ses propres citations et ses propres créations de terminologie qui avaient vraiment l'avantage d'être immédiatement comprises par ses lecteurs. En fait, tout en gardant une impression de radicalité profonde. En fait, le meilleur exemple reste toujours son utilisation du terme « blanchité » pour traduire le mot anglais « whiteness », qui jusque-là avait été très très peu utilisé dans le contexte français, et si oui, avec des enjeux de traduction qui étaient très très problématiques, et souvent en fait, avant Boutelja, on utilisait plutôt blanchard en traduisant ce concept. Sinon, un autre exemple qui reflète cette stratégie pour articuler une théorie d'un féminisme décolonial qu'elle développe depuis 2004, Boutelja reprend les textes sur l'hypersexualisation des personnes colonisées pour démontrer que les hommes arabes sont perçus dans les fantasmes français comme, je cite, « voleurs, violeurs et voileurs des femmes ». Et de cette analyse, qui vient d'une sorte de, on va dire, interprétation énormément de théories postcoloniales, il tire quand même un argument très 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 spécifique et très différent, et la conséquence d'un devoir des femmes racisées de toujours soutenir leurs frères, pères et partenaires coûte qui coûte. Dit autrement, toujours prioriser la race au-dessus d'autres luttes, même quand les contradictions flagrantes de ces demandes, de ces exigences, restent quand même assez ouvertes. Et ici, je ne vais pas, encore une fois par souci de temps, je ne vais pas commencer avec les exemples d'homosexualité de 2012 ou 2013 ou d'autres issus de l'intersectionnalité.
Mais en fait, dans aussi la simplicité de ses arguments, le cachet intellectuel et l'humour en fait qu'elle employait, Boutelja a aussi établi un rapport aux émotions et un sentiment d'appartenance pour ceux et celles qui lisaient ses textes. Et ça explique aussi une partie de son succès à rester dans le cœur du débat public, pour le meilleur et pour le pire. Et ici, juste, on va un peu toucher à la fin de mon monologue, ou presque. Parce qu'on arrive à ce qu'on aime appeler en anglais le moment du « so what ». Alors pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? Le parcours du MIR, au moment de l'explosion coloniale de 2005, en fait est un moment qui sert un peu à interroger les trajectoires des 20 dernières années. Et d'un côté, cette histoire illumine certains des enjeux de l'antiracisme dit postcolonial. Après des années de déception et dans un débat public qui visait des minorités particulières, de nouvelles initiatives, et pas juste le MIR, posent la question de comment sortir de l'impasse. Surtout après l'échec des politiques du droit à la différence des années 90, les jeunes, et aussi les moins jeunes, se demandent comment parler d'une situation minoritaire dans un État qui, de fait, ne reconnaît pas la différence. Ceci arrive aussi dans un moment où, surtout dans le monde anglophone, des questions se posent sur la représentation de minorités, mais qui arrivent très lentement en France. Et aussi dans un espace français où on peut parler du racisme, tant qu'on ne revendique pas des positions d'une minorité spécifique. Ce qui semble manquer est la possibilité de vraiment parler des structures de la société et de l'État qui perpétuent le racisme, ou du coup, les constructions de la race. Mais en fait, comment parler de la race dans le paysage politique des années 2000, où le mot même de race ne figure pas dans le registre républicain, ni dans le vocabulaire acceptable du débat public. Parce que d'un côté, le mot même renvoyait aux théories biologiques de la race et aux crimes nazis, sans qu'il y ait une tradition ou un engagement avec le concept de race relations, comme dans les contextes anglophones. Et de l'autre, le consensus républicain limitait la possibilité de revendiquer quoi que ce soit au nom d'un groupe prédéfini sous peine de suspicion de communautarisme. Alors, avec un consensus même antiraciste, qu'il fallait déracialiser le discours pour lutter contre le racisme. Il n'y avait pas trop de place d'aborder la notion de la race en tant que construction sociale. Et ceci, en fait, afin d'analyser les rapports de force dans la société. Mais pour Boutelja, Chiari et aussi les autres membres du MIR, ce paradoxe représentait au même temps une barrière et une opportunité. Parce que d'un côté, quand même, pour un mouvement radical, anti-républicain, il pouvait bien profiter d'une position externe et critiquer le consensus social. C'est un peu l'idée d'une organisation radicale. Mais de l'autre, leur succès dépendait d'une exposition en grand public. Il fallait quand même qu'ils soient écoutés, il fallait quand même qu'ils pénètrent aussi les plateaux de télé, aussi qu'il arrive à vraiment entrer dans le débat. Et pour ça, il fallait qu'ils utilisent un vocabulaire qui était assez acceptable pour rentrer dans les débats existants. Le débat vif, en fait, sur la mémoire coloniale qui existait déjà en France, leur ouvrait une voie d'une reconnaissance en tant qu'acteur social, d'une relevance spécifique. On dit autrement, la focalisation souvent grossière sur les continuités coloniales, plutôt que sur ce qui les intéressait, qui était vraiment les processus de racisation, leur donnait la possibilité de thématiser la race dans un contexte qui n'y était pas très propice dès le départ. Mais l'émergence du MIR montre aussi les paradoxes des nouveaux courants militants, discursifs. Parce que d'un côté, la critique de l'État et la priorisation de la race avaient transformé le débat public en France. Les réactions violentes d'acteurs dits républicains ont ouvert en fait la voie à une thématisation croissante et constante de la race, qui de quelque sorte brisait le tabou. Quoique le débat reste circulaire, et vraiment ne dépasse pas souvent la question de est-ce qu'on a le droit de parler de la race est partout. Elle est la cible des discussions politiques, militantes, universitaires, même si ces discussions sont souvent houleuses et très circulaires. Et de l'autre côté, ces succès montrent aussi une faiblesse de ces stratégies discursives. Le succès des stratégies discursives arrive à un moment d'une croissance de la communication digitale
Et aussi dans les années 2000, une promesse d'une démocratisation de l'Internet. Alors je crois que cette promesse n'existe pas vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quand même, ça en fait partie. La priorisation des stratégies se fait en fait par le contact avec le plus grand nombre de personnes en ligne et la création en fait, d'une communauté affective par l'appropriation d'un style unique est aussi accessible. Mais est-ce suffisant, surtout quand on met de côté les effets matériels du racisme? Et aussi dernièrement, le militantisme, quoique inspiré de théories nuancées et complexes, ces théories universitaires, n'a pas pour but d'articuler des contradictions et des nuances, qui rendent en fait ces terminologies beaucoup plus opératoires. Les démarches militantes ont le but de trancher sans s'excuser. Ici aussi, même si l'exemple d'Ouria Boutelja montre le succès d'une appropriation, d'une vulgarisation de terminologies universitaires, il démontre aussi certains côtés problématiques de l'aplatissement des nuances et l'aplatissement des contradictions qui existent dans ces théories. Pour Boutelja, aborder la race et aborder les hiérarchies de domination dans la société. Mais ces hiérarchies, en fait, ne sont pas figées dans le temps ou l'espace et s'expriment aussi différemment dans des sociétés postcoloniales diverses. Juste parler de la race devrait aussi contenir un peu d'espace ou de la place pour parler de la complexité des catégories de processus de racialisation qui ne sont pas égaux et intersectent aussi avec d'autres processus de domination, mais aussi des rapports matériels. Donc c'est ici le défi de nouvelles générations de militants. Réunir le militantisme discursif avec le matériel. Pouvoir regarder les mécanismes différents de domination ensemble, sans créer des hiérarchies simplistes, se trouver des stratégies de mobilisation qui prennent en compte notre société digitalisée, mais sans pour autant laisser de côté les stratégies matérielles. Donc, ceci était tellement plus complexe que j'avais espéré, mais j'espère que je ne vous ai pas traumatisé, donc merci déjà.